Je tiens à remercier la Fondation marocaine des maladies neurologiques pour avoir organisé cette journée qui tourne autour de la neurorééducation. On m'a proposé de parler des principes généraux de la neurorééducation. C'est très difficile, d'ailleurs, de parler d'un sujet aussi vaste pour le rendre passionnant en un temps relativement limité. Alors, les principes, je les ai regroupés en 7 groupes, je ne sais pas, inconsciemment, peut-être le 7 est un chiffre divin, magique. La neuroplasticité, comme on a parlé aujourd'hui, c'est la preuve que notre cerveau est en perpétuel changement, et ce changement ne sera meilleur que lorsque la stimulation est raisonnée, rationnelle et intelligente. Alors, principe numéro 1, chaque neurorééducation doit s'exercer dans un service, un centre, une clinique, avec des lits d'hospitalisation complète, une unité d'hôpital de jour, et encore mieux, une unité d'hospitalisation à domicile. Je tiens déjà à préciser que pour notre contexte marocain, l'hospitalisation de jour et l'hospitalisation à domicile doivent être développées d'ailleurs en premier parce qu'elle est très intéressante en termes financiers et économiques. Alors, l'unité doit comprendre forcément un médecin rééducateur. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit ce matin concernant les présentations de M. Elnik à propos du fait que le médecin, en fait, n'est pas cité comme élément rééducateur parce qu'il est en train de superviser, chapeauter, etc. C'est pas tout à fait... moi, je suis pas tout à fait, d'ailleurs, d'accord, étant donné notre contexte marocain, étant donné que, en exerçant la médecine physique en libéral, on se rend compte de beaucoup de choses et beaucoup de failles qui ont existé dans la formation des médecins rééducateurs, surtout lorsque ces médecins-là sont plus ou moins s'écartent du plateau technique, de leur terrain d'exercice, pour finalement ne prendre qu'un rôle de superviseur, plus ou moins théorique, de prescripteur, de loin. Alors, l'équipe est composée de personnel infirmiers, auxiliaires de soins ou aides-soignants formés en neuroéducation et surtout passionnés par ce métier qui est difficile, des kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, neuropsychologues, appareillages, vous le savez très bien. Sauf qu'en Maroc, l'ergothérapie malheureusement n'est pas reconnue par les autorités de santé, particulièrement des assurances. Et puis finalement, on ne forme pas d'ergothérapeutes et beaucoup de centres, enfin beaucoup de services plutôt de rééducation ambulatoire, de kinésithérapeute ambulatoire ne possèdent pas des unités d'ergothérapie qui sont quand même une discipline très importante pour l'autonomisation des patients qui ont une maladie neurologique. Alors, plateau technique de rééducation, unité biologique indispensable, exploration neurophysiologique, échographie, vous le savez tous. Et je passe à une notion très importante quand on ne développe pas ou qu'on sous-estime la rééducation ou le paye cher. Ce qui a été déjà dit par pas un médecin rééducateur, mais un rhumatologue, Ronnie Graham, qui était initialement un rhumatologue, puis président du conseil consultatif pour l'octroi d'allocations et d'invalidité en Grande-Bretagne, travail publié dans le Journal of the Royal Society of Medicine en 2002, qui dit que les indemnisations des personnes se trouvant en situation d'invalidité, et c'est moi qui ai rajouté le mot supposé, parce que juger de l'invalidité, ça reste quand même d'un domaine spécialisé dans tout ce qui est situation de handicap, alors, est passé de 4 billions en 1984 à 20 billions en 1994, c'est en milliards de pounds, le chiffre est multiplié par 5. Et ce, pour une raison qui a été évoquée d'ailleurs, le déclin de la médecine physique par sous-estimation des autorités et adossement de la médecine physique à certaines spécialités n'ayant pas le savoir-faire transversal interdisciplinaire. En l'occurrence, c'était la rhumatologie. Better, déjà avant lui, en 1979, avait souligné que les patients qui bénéficiaient le plus des remboursements étaient ceux qui n'avaient aucune, ou qui exceptionnellement, des soins de médecine physique. Principe numéro 2, objectif de rééducation de toutes les maladies invalidantes neurologiques, c'est de récupérer le plus d'autonomie possible. Sauf que, une étude très intéressante de Williams en 1972, vous voyez que les anciennes études étaient aussi très intelligentes, voire très intéressantes. Les patients avaient plus d'autonomie dans les couloirs et les cafétérias que lors des séances d'ergothérapie. Et c'est normal, on a tous l'expérience de patients des fois qui viennent au bureau pour dire « moi je veux plus faire d'ergothérapie, je ne sais pas pourquoi on me donne des puzzles ou des crous, des boulons à visser, etc. » Effectivement, on n'a pas l'intérêt parce qu'ils n'arrivent pas à savoir comment transférer cet acquis ou pourquoi il le fait. Donc, la non-assimilation d'objectifs de rééducation et l'intérêt des exercices, un défaut de communication intersoignant entre le personnel du plateau technique de rééducation et le personnel infirmier auxiliaire de soins pour stimuler le patient à transférer ses acquis du plateau à sa chambre ou à son domicile, finalement participe à cette déséquation et parfois on a cet effet inverse paradoxal où au lieu d'autonomiser le patient, on le rend plus ou moins passif et moins autonome dans les services. Donc, souvent, attention à ce que l'acte thérapeutique soit en adéquation avec les objectifs et les projets du patient. Principe numéro 3, il faut distinguer ce qu'on appelle le couple système-fonction de la nosologie. La nosologie, c'est la distinction des maladies par nom.
D'accord? Maladie de Parkinson, sclérose en plaques, myopathie, etc. Donc des maladies aussi polymorphes, difficiles, comme la sclérose en plaques, séquelles neurologiques, traumatisme crânien, maladie de Parkinson, finalement ne présentent pas qu'un symptôme ou deux. Et on a, dans la pratique courante, ces ordonnances dans lesquelles on écrit, par exemple, maladie de Parkinson, et on a derrière la tête les symptômes de la maladie de Parkinson, rigidité, tremblement, troubles posturaux, on écrit correction posturale, travail de l'appréhension, travail de l'équilibre. En fait, on prescrit des ordonnances génériques qui n'ont rien à voir en réalité avec ce que présente spécifiquement ce patient et la difficulté qu'il doit traiter en priorité. Donc pour un kinésithérapeute, je parle de kinésithérapeute parce que c'est souvent les patients, ce sont eux qui reçoivent ces ordonnances et ces patients, par la suite, finalement, font ce qu'on appelle un modèle de traitement passe-partout qui n'est pas vraiment adapté ce modèle consommateur de temps et d'énergie et surtout d'argent. Je pense encore une fois que la prescription ou la rééducation doit s'exercer avec un modèle pédagogique qui s'appelle la résolution de problèmes, qui est axé sur les réflexions critiques. Le mot critique n'est pas dans ce sens négatif de critiquer, mais d'engager une réflexion intellectuelle critique, processus de raisonnement, avec une collaboration et une communication avec les thérapeutes, et éviction de biais cognitifs. Il y a beaucoup de biais cognitifs. Je vais citer peut-être le plus important, le plus fréquent, le biais d'autocomplaisance ou de confirmation. C'est-à-dire qu'on a tendance, comme être humain, à chercher, à rallier, à approuver, à accepter toutes les idées qui vont dans le sens de ce que nous on veut prouver ou de ce que nous on désire, et refuter, oublier, négliger, écarter tout ce qui va dans le sens inverse. Ça nous arrive aussi quand on veut publier un article, des fois on choisit, on sélectionne les publications, les travaux qui vont dans le sens de ce qu'on veut confirmer, et puis négliger, écarter, oublier des études qui sont même des fois de qualité, qui ne vont pas dans le sens de ce qu'on veut prouver. C'est quand même quelque chose de très important à le savoir, et on verra tout à l'heure pourquoi, lorsqu'on va parler du locus de contrôle interne et externe pour les patients. Le principe numéro 4, là il y a quelques diapositives. La rééducation, on se pose toujours la question, quelle technique? Est-ce que ce sont des techniques de reprogrammation neuroproprioceptive anciennes comme Bobat, Kabat, etc. ou plus récentes, un peu plus ou moins intelligentes, je dirais, ou plutôt pragmatiques comme ce qui est orienté sur la tâche, l'apprentissage moteur. Déjà, je souligne un truc très important, peut-être qui a été dit. Bobat, Kabat, etc., c'est pas du tout adapté à notre contexte. Combien de patients qui font ça, puis au bout de la deuxième, troisième, quatrième séance, ils l'abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils voient pas l'intérêt d'étirer, pour eux, un membre dans un sens ou de l'autre, plutôt que de travailler une tâche bien définie. Et je pense que ce sont des techniques très consommatrices en temps et en énergie qui sont pas du tout adaptées à notre contexte, je dirais encore mieux, pas du tout adaptées à n'importe quel contexte de neurorééducation. Le thérapeute comme expert, malade comme compliant, c'est valable pour une maladie aiguë. Lorsqu'on est dans l'urgence, on ne va pas poser à la malade la question qu'est-ce qu'on va faire ou on va lui expliquer. Des fois, il faut agir pour sauver la vie du patient. Par contre, des maladies chroniques et invalidantes contre les maladies neurologiques, le patient doit être actif, participatif. Et dans ce cas de figure, l'éducation thérapeutique, c'est son rôle. Pas une maladie chronique dans le monde ne peut avoir une prise en charge réussie s'il n'y a pas une éducation thérapeutique. C'est sûr et certain. Rééducation neurologique, on reste bien sûr dans le groupe de principe 4. Le consensus par expérience des gens qui sont experts dans la rééducation des maladies neurologiques résume cette rééducation en 4 axes. Renforcer le mouvement normal par l'apprentissage moteur, on verra tout à l'heure c'est quoi. Contrôler le tonus, c'est-à-dire lutter par exemple contre une spasticité gênante. Privilégier la fonction et optimiser les compensations et les récupérations. Donc une rééducation neurologique doit être basée sur la résolution de problèmes. Et c'est pour ça qu'il faut engager un processus de réflexion, comme je disais tout à l'heure, intelligent, pragmatique, critique, tenant compte des différents facteurs, y compris, qu'on verra tout à l'heure, les facteurs socio-économiques et culturels du pays. L'apprentissage moteur, vous le savez bien, se distingue en 3 phases. Phase cognitive préalable, très importante, phase intermédiaire, associative et phase autonome. À chaque phase, on doit engager un système d'évaluation par feedback, aussi bien pour le thérapeute que pour le patient qui verra ou essaiera de voir effectivement comment il évolue. Ceci dit, la fonction cognitive, je le souligne bien, les fonctions cognitives, c'est très important. Combien d'entre nous envoient des patients, des parents d'enfants avec une paralysie cérébrale qui viennent nous dire on a fait des séances de kinésithérapie, des centaines, et puis on n'a vu aucune amélioration, parce que finalement ce que présentait cet enfant, c'est pas vraiment essentiellement un trouble moteur, mais à la base un trouble cognitif, obstacle à un apprentissage. Le trouble cognitif peut être un trouble d'attention, de mémorisation, de jugement et ou
exécutif global. C'est vraiment très important cette notion, parce que sans ça, on ne peut pas évoluer. Et à travers ça, on sait bien que pour une rééducation neurologique, il ne suffit pas uniquement de faire des séances de kinésithérapie, mais plus que ça. Alors, le principe numéro 5, l'évaluation. Tout travail scientifique doit être évalué, soit avant, durant et après. Et éviter ces évaluations pifologiques, histoires anecdotiques, par intuition, par convenance. On évoque ce qui est comme bon résultat, puis on écarte ce qui est mauvais. Et puis dans notre contexte aussi, rachouia, rahmzian, rahbzaf. Finalement, ça ne veut rien dire. Pour être scientifique, il faut passer à des évaluations, puisqu'on dispose actuellement, par exemple, de la mesure d'indépendance fonctionnelle, la MIF, le Barthel, les questionnaires des qualités de vie. Ceci dit, ce sont quand même des questionnaires qui ont leurs avantages mais leurs inconvénients. Un des inconvénients qu'on sait bien, c'est l'effet plafond, mais surtout, ce qui ne nous donne jamais ce que le patient veut, désire. Peut-être il existe ce questionnaire que j'ai vu, que j'ai utilisé, pas beaucoup, qui est l'impact sur la participation à l'autonomie, où on voit effectivement dans les questions posées la formulation de ce que le patient veut et est-ce que ceci est en adéquation avec ce qu'on lui fait. Il y a à la fin de ce questionnaire des questions ouvertes, et on sait bien que les questions ouvertes, ce sont souvent des questions auxquelles il est très difficile de répondre, particulièrement dans notre contexte marocain. Mais une notion très importante à laquelle je tiens, c'est qu'il faudra tenir compte d'une chose qui est la suivante. Et particulièrement dans notre contexte, la valeur accordée par l'individu à sa qualité de vie. Quelle est cette valeur? Est-ce que vraiment cet individu, cette personne, dans son contexte, accorde une valeur à sa qualité de vie? Parce que la qualité de vie, finalement, elle a été négligée durant longtemps. D'ailleurs, le bien-être, cette notion qui a été définie par l'OMS il y a plusieurs décennies, n'était pas tout à fait adaptée. Et d'ailleurs, elle reste limitée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais tenu compte de la qualité de vie des gens, mais surtout de leurs désirs, de leurs souhaits. Et c'est très important. Ce que souhaite un patient marocain n'est pas forcément ce que souhaite un patient français ou canadien. Alors, le principe numéro 6, les facteurs socio-économiques et culturels, aussi bien dans la formation, il faut tenir compte, que dans les soins. Je pense que la formation en médecine n'a pas vraiment évolué, elle est restée assez rigide et archaïque, un système de banking, on essaie de remplir la tête des gens par un certain nombre d'informations qui ne sont des fois, certes, intéressantes parce qu'ils sont scientifiques, mais dont le futur médecin a du mal à les adapter à son contexte. Contexte où il y a des facteurs qui sont à la fois culturels, qui peuvent affecter aussi le résultat thérapeutique à la fin, qui sont aussi des facteurs religieux, de spiritualité, de croyances, de réseaux, etc., etc., etc. Des barrières de langue, socio-économiques. Je pense que une médecine intelligente, c'est une médecine qui tient compte de tout ça, et que finalement, le meilleur médecin ou le plus intelligent, c'est celui qui a des capacités d'adaptation, aussi bien des informations acquises, de son comportement et de son savoir-faire. Principe numéro 7, on arrive au dernier groupe, la coopération. On a parlé de la coopération dans laquelle le patient doit avoir un rôle actif, je le répète, donc coopération patient-médecin, patient-rôle actif, et il faut distinguer une notion qui s'appelle le choix expliqué du consentement éclairé. Ce consentement, ces documents sont des documents qu'on signe avant une opération. C'est différent. Dans les pathologies chroniques, il faut vraiment donner des choix aux patients, expliquer ce qu'on va faire et finalement adopter le chemin qui va essayer de nous mener à nos objectifs d'une manière la plus rapide, la plus efficace et la moins coûteuse. Notion importante, locus de contrôle interne et externe. Alors ça veut dire quoi? Il faut savoir avec votre patient que vous allez rééduquer de manière plus ou moins, je dirais, longue, est-ce que finalement dans ce mécanisme de pensée, il y a un mécanisme de contrôle interne dans lequel il se responsabilise pour devenir un élément actif de la prise en charge, c'est-à-dire il se dit, par exemple, j'ai pas pu évoluer favorablement ces derniers mois parce que j'assistais pas à mes séances d'une manière régulière, je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire, j'ai été paresseux, je ne voulais pas, j'ai pas compris, etc. Plutôt que de dire que finalement il n'a pas évolué parce que sa maladie est due à la malchance, à la sorcellerie, à une malédiction divine. On le voit ça dans nos sociétés, je dirais un peu, qui ne sont pas développées et qui ont un mécanisme de projection psychologique très fréquent et qui est un mécanisme bien sûr immature. La perception du choix et du contrôle contribue positivement à la perception de satisfaction. Quand le patient sent qu'il choisit, qu'il est capable de contrôler, qu'il est capable d'agir, qu'il est un élément actif, il est forcément satisfait. Et l'amélioration de la fonction physique n'est pas nécessairement corrélée à une meilleure qualité de vie. Il ne faut pas s'acharner à améliorer un acte moteur comme la préhension ou la marche, tout en sachant est-ce que ceci a un impact sur la qualité de vie et comment le patient le perçoit. Parce que derrière, il peut être dépressif, psychologiquement
pas tout à fait prêt à un certain nombre de changements dans sa vie, ou il tient compte d'un certain nombre de facteurs socio-économiques et familiaux qui ont un impact négatif, bien sûr, sur sa vie, sa perception des choses, et finalement, s'il peut acquérir cette fonction physique, il peut facilement la perdre par la suite. La motivation, l'observance. Très réconfortant pour le thérapeute, il est toujours content quand il a un patient qui est motivé, qui fait bien son traitement, mais ce qui se passe souvent, c'est qu'il est difficile de savoir ce qui motive vraiment le patient. Moi, personnellement, j'utilise des questions ouvertes à différents stades, type, par exemple, une question qui revient souvent, qu'est-ce que vous avez compris de votre maladie et de sa prise en charge? Sachez que j'ai des réponses vraiment extraordinaires, et particulièrement pour les maladies neurologiques chroniques invalidantes et des neurodégénératives, où, par exemple, un certain nombre de patients, et pendant des années, pensent que leur maladie neurodégénérative, qui est chronique et qui a tendance à s'aggraver, finalement, il existe un traitement miracle, ils sont en train de le chercher quelque part, et qu'ils pensent que c'est une maladie guérissable. Attention. Coopération scientifique, c'est intermédecin. Dans cette coopération interdisciplinaire, on le sait bien, par exemple entre neurologues, médecins rééducateurs, neurochirurgiens, médecins rééducateurs, etc. Mais ce qui manque au Maroc, c'est vraiment développer la neuroorthopédie. Et cette coopération interdisciplinaire va éviter effectivement des freins à l'évolution favorable dans la rééducation. Ces freins qui sont liés à des comorbidités existantes. Par exemple, on peut avoir une maladie de Parkinson avec une atteinte ostéo-articulaire associée, cardio-respiratoire, psychologique. Il faudra prendre en charge en parallèle pour avoir un résultat satisfaisant en termes de prise en charge. Pour parler de la coopération et de la collaboration, il faut savoir déjà des bases, il faut connaître des choses intéressantes. À savoir que la première chose, que dans un système de santé où on cherche le bien-être du patient, c'est le patient qui est situé au centre avec un système de santé qui travaille en sa faveur, et surtout des médecins qui collaborent pour son bien-être. Et c'est pas l'inverse. Ceci dit, dans l'esprit des multinationales, un esprit de business, une collaboration, c'est une équation à 3 variables. La première, c'est l'identité tribale, ça veut dire cette notion de dire que moi j'appartiens, par exemple, je suis un médecin rééducateur, ou médecin de médecine physique et de réadaptation, donc j'aurai plus de tendance à collaborer avec des médecins de médecine physique parce qu'on a la même pensée, la même façon de s'exprimer et les mêmes objectifs, et finalement, un peu plus de difficultés à collaborer avec d'autres disciplines. La même chose pour les neurologues, collaboreront mieux entre eux que avec les neurochirurgiens ou avec les médecins rééducateurs, etc. C'est normal. C'est normal. Cette identité tribale doit être atténuée. On doit avoir un esprit ouvert pour collaborer. La deuxième chose, le payoff, le price, le prix à payer. C'est normal que dans une collaboration, moi je dois chercher ce que je vais gagner, et puis l'autre aussi a le droit de chercher ce qu'il va gagner dans cette collaboration. Gagner, c'est pas forcément de l'argent, c'est de l'estime, c'est de la valorisation, c'est de la reconnaissance, etc. Et puis la troisième variable, c'est la confiance, le trust. La confiance, finalement, c'est un élément très important. Je dois avoir confiance en mon collaborateur et vice versa. Et il y en a certains aussi qui rajoutent à la confiance le pardon et la générosité. Je pense avec tout ça, on peut avoir une collaboration réussie. Sans ça, ça ne marche pas. Et je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a comme conséquence quand une collaboration ne marche pas, tout en sachant que, en lisant cette phrase que vous avez en dessous, nos décisions morales sont régies par la biologie et le contact social. Ça, vous le savez très bien. La rationalité en doit être la base de ces décisions. Les décisions morales, c'est dans un réseau de neuromoralité qui est formé déjà sur le plan anatomique d'une région préfrontale, les amygdales et l'insula antérieure. L'oxytocine, c'est le neuromédiateur le plus important de ce réseau, avec les vasopressines, l'arginine et les endorphines. Une collaboration qui ne marche pas, quelle qu'elle soit, sachez-le, elle a les mêmes effets qu'une douleur dans le cerveau. Donc un effet négatif, un mauvais souvenir qu'on n'a surtout pas envie de le refaire ou de le répéter ou de le revivre. Alors, la rééducation neurologique au Maroc, il faut différencier le concept du projet qui doivent tenir compte de la réalité économique, socio-culturelle, etc. Aussi bien dans la formation des médecins. C'est très important, on est très en retard au Maroc dans la formation des médecins rééducateurs. Il faut développer la formation des médecins rééducateurs, des paramédicaux de rééducation, je ne vais pas rentrer dans les détails, donc je pense que là-dessus il y a un gros travail à faire, particulièrement pour les nouvelles disciplines qu'il faut développer, comme l'ergothérapie, et aussi pour la kinésithérapie, dont il faut vraiment insister sur des formations de qualité. Je vais passer rapidement à la deuxième notion, qui est la couverture médicale, le remboursement. Comment voulez-vous qu'on
soigne bien des patients qui ont des maladies neurologiques invalidantes avec un forfait de 10 séances par an octroyé à certains patients qui ont des maladies neurologiques. Je pense que c'est très dérisoire parce que finalement ces gens qui sont dans les assurances ou bien des responsables dans des administrations ne savent vraiment pas du tout de quoi il s'agit. La nomenclature, on vient de déposer avec la Société de médecine physique et de réadaptation un projet de nomenclature auprès de l'ANAM. On espère que les neurologues, bien sûr, vont nous aider et collaborer dans ce sens pour essayer d'aboutir à un avenir meilleur pour nos patients, particulièrement en matière de neuroéducation. Le parcours de soins, on en a parlé ce matin avec professeur Yelnik, donc définir le parcours de soins pour chaque pathologie d'une manière adaptée à nos contextes. La collaboration interdisciplinaire, on a déjà parlé de ça. Et je conclus par dire que l'efficacité de la rééducation neurologique est liée à notre capacité d'analyser, d'évaluer les principales raisons à l'origine des difficultés rencontrées par qui? Par le patient, et je dis encore plus, par le thérapeute, et que la prise en charge doit être axée sur une stratégie de résolution de problèmes en se basant sur les connaissances liées à la neuroplasticité, certes, contrôle moteur, conséquences des lésions neurologiques du système nerveux, et les compétences qui sont à disposition. Et je vous remercie de votre attention, mesdames et messieurs. Je tiens à rendre hommage à un professeur que j'ai connu fin des années 80, début des années 90, M. Silmehdi Mjrallah, qui est décédé en juin 2014. Je tiens à lui rendre hommage. C'était un homme de science et c'était un homme intègre et de valeur. Merci.